L'histoire d'aujourd'hui parle d'un homme qui s'est fait traiter de pathétique par sa propre femme. Pas après une dispute, ni à la fin d'une de ces grandes engueulades, qui couvent depuis des semaines. Elle l'a dit alors qu'il la tenait dans ses bras, devant l'évier de la cuisine, lors d'un mardi tout ce qu'il y a de plus normal. Et oui, cette phrase est aussi dure qu'elle en a l'air. Il a tout arrêté, après ce moment précis. Pas de manière théâtrale, ni avec de grandes annonces grandiloquentes. Il s'est juste doucement mis en retrait, et il a laissé le silence s'installer. 6 semaines plus tard, elle lui envoie des messages, se demandant où il est passé. Et la personne qui a fini par percer l'abcès? Leur fils de 10 ans, debout dans le couloir, en pyjama, au beau milieu de la nuit. Plongeons dans le vif du sujet. Elle a qualifié mon amour de pathétique. Alors, j'ai arrêté de la toucher, mais maintenant, elle supplie. Je m'appelle Cole Russo. J'ai 41 ans, et je possède un restaurant de 12 tables appelé Pharaoh, sur Alberta Street, à Portland, dans l'Oregon. De la cuisine italo-américaine du Nord-Ouest Pacifique, des pâtes fraîches, du poisson local, et des produits de saison. Je l'ai bâti à partir d'un food truck, il y a 4 ans, avec mes économies et une deuxième hypothèque. Il me reste encore quelques années avant d'avoir tout remboursé. 6 employés, 60 couverts les bonsoirs, quand tout roule parfaitement. Ce n'est pas un endroit célèbre, et ça n'essaie pas de l'être. C'est juste de la bonne nourriture, préparée par quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Et pour moi, ça a toujours été suffisant. Je vous raconte tout cela, car le restaurant a une importance dans cette histoire, d'une manière qui ne sera évidente que plus tard. Pour l'instant, imaginez simplement un homme, qui passe la majeure partie de ses journées dans une cuisine qui lui appartient, à diriger un endroit qu'il a construit de zéro, et qui rentre chez lui, à la fin de la nuit, pour retrouver une vie qui lui semblait tout aussi solide. Claire et moi nous sommes rencontrés en 2012, lors d'un dîner d'anniversaire, dans le sud-est de Portland. Elle était comptable, et venait d'être promue associée principale dans un cabinet de finance d'entreprise, en centre-ville. Précise, discrète, avec cette beauté qui vous surprend sans crier gare. Des cheveux bruns, un regard sérieux, et un rire qui s'échappait, comme si cela la surprenait elle-même, à chaque fois. Elle n'essayait d'impressionner personne, le soir de notre rencontre. Ça m'a plu immédiatement. Nous nous sommes mariés en 2014. Une petite cérémonie sous le pont de Saint John, son père l'accompagnant jusqu'à l'hôtel, et ma mère en larmes, au premier rang. Notre fils, Eli, est arrivé 2 ans plus tard. Il a 10 ans, aujourd'hui. C'est un garçon sérieux, qui observe tout, et ne dit presque rien. Il assimile les choses, comme s'il collectait des données sur le monde. Il tient ça d'elle. Honnêtement, pendant les 5 premières années, nous formions un couple solide, de cette manière qui n'a pas besoin de s'afficher. Elle venait au Pharaoh après le travail, s'asseyait au comptoir, commandait de l'eau gazeuse, et me regardait gérer le service. Certains soirs, elle restait jusqu'à la fermeture, et nous rentrions à pied à travers le quartier, sa main glissée dans la poche de mon manteau, parce qu'elle oubliait toujours et je dis bien à chaque fois ses gants. Ces promenades n'avaient l'air de rien. Juste un homme et sa femme, rentrant chez eux dans l'obscurité. Mais elle me manque, d'une façon qui, probablement, ne s'effacera jamais. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté. C'est bien ça le problème, personne ne vous prévient. On ne remarque pas le jour où le silence s'installe. On se réveille juste un matin, et on réalise que le silence est là depuis si longtemps, qu'il fait désormais partie des meubles. Le véritable point de départ, non pas la fin, mais ce moment où j'aurais dû prêter une attention bien plus vive, c'était un jeudi de juillet. Eli avait un match de baseball à Alberta Park, après l'école. J'ai quitté le Pharaoh plus tôt, j'ai confié la fermeture à mon sous-chef, et je suis arrivé dans les gradins, vers la 3e manche. Claire était déjà là, son téléphone à la main, sans regarder le terrain. Eli a frappé un double dans la 4e manche, et a fait marquer 2 points. Les autres parents étaient debout, en train de hurler de joie. J'étais debout, moi aussi, criant son prénom. Eli a contourné la 2e base, et a regardé vers les gradins avec ce grand sourire de garçon de 10 ans, cherchant sa mère des yeux. Claire était en train d'écrire un texto. J'ai prononcé son nom. Elle a levé les yeux. Oh, super, mon grand, a-t-elle souri, avant de replonger immédiatement sur son téléphone. Le sourire d'Eli s'est éteint. Il s'est retourné vers le terrain, il a réajusté son casque,
et quelque chose, dans la posture de ses épaules, a changé. D'une manière que j'ai remarquée, que j'ai gardée dans un coin de ma tête, et sur laquelle je regrette de ne pas m'être attardé davantage, à cet instant précis. Après le match, j'ai demandé à Claire à qui elle écrivait. À Diane, a-t-elle répondu. Des trucs pour le boulot. Diane Holloway, coach en alignement de vie, certification en ligne, et une audience plutôt correcte sur Instagram. Elle parlait de concepts comme la réappropriation de l'énergie féminine et la déprogrammation de la codépendance. À ce moment-là, Claire suivait des séances privées avec elle depuis 4 mois, 2 fois par semaine en appel vidéo, à $300 la séance. Je n'ai appris le coup que bien plus tard. Pour être honnête, quand j'ai entendu le terme « coach en alignement de vie », pour la première fois, j'ai pensé que ça sonnait comme un truc qu'on trouverait sur un prospectus, dans un bar à jus de fruits. J'aurais dû prendre ça bien plus au sérieux. Environ une semaine après le match, je rangeais le linge dans le couloir, quand j'ai entendu Claire au téléphone, derrière la porte fermée de la chambre. Juste des bribes, à travers le mur. Il attend toujours quelque chose de moi. Physiquement, émotionnellement, c'est constant. Une pause. Je sais. Je dois poser cette limite, mais il va en faire toute une histoire. Une autre pause. Tu as raison. S'il ne peut pas respecter mon espace, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur lui. Je suis resté planté dans ce couloir, tenant une pile de t-shirts d'Ellie, écoutant ma femme décrire mon amour comme un fardeau, auquel elle tentait d'échapper grâce à une aide professionnelle. Mes bras autour de sa taille, ma main cherchant la sienne au bout du canapé, mon envie de m'asseoir près d'elle, pendant qu'on regardait un film choisi par Ellie. Tout cela, apparemment, était constant, épuisant, et nécessitait qu'on y mette un frein. J'ai fini de ranger le linge, et je n'ai rien dit à ce sujet, ce soir-là. Quelques jours plus tard, j'ai suggéré d'emmener Ellie à Cannon Beach, pour la journée. Juste nous 3. Sans programme précis. C'était le premier beau samedi, depuis un bon bout de temps. Claire m'a dit qu'elle avait un appel avec Diane à midi. Je lui ai fait remarquer qu'elle en avait déjà eu un, 3 jours plus tôt. Elle m'a répondu que Diane avait déplacé la séance du jeudi au dimanche, que ce n'était pas grave. Que tout allait bien. J'ai demandé, probablement pour la première fois ce qu'avec le recul j'aurais dû faire des mois plus tôt sur quoi elle travaillait réellement, durant ces séances. Elle m'a regardé comme si j'avais demandé à lire son journal intime. Sur mon développement, Cole. Je travaille sur mon développement personnel. Je n'ai pas posé la question une seconde fois. Puis vint le mardi 23 juillet. Elle était devant l'évier, en train de remplir le lave-vaisselle, après le dîner. Je me suis approché par derrière, et j'ai passé mes bras autour de sa taille, comme je l'avais sans doute fait 1 millier de fois, au cours de ces 10 dernières années. Rien de lourd en sous-texte. Rien de dramatique. Juste ce que font les gens mariés, un mardi soir. Elle s'est dégagée, comme si je l'avais brûlée. Elle ne s'est pas retournée. Arrête de mendier de l'intimité, Cole. C'est pathétique. Je l'ai lâchée, et j'ai reculé. Elle a continué à rincer l'assiette. Le lave-vaisselle ronronnait. La lumière de la cuisine grésillait. J'ai marché jusqu'au salon, je me suis assis dans le fauteuil, et j'ai fixé le mur. Elle est allée se coucher sans me souhaiter bonne nuit. Je suis allé dans la chambre d'amis. Elle n'en a pas parlé, le lendemain matin. C'était le premier jour. Intervention de l'animateur, attendez. Pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est moi qui interviens, pas Cole. J'ai besoin que vous preniez le temps d'assimiler ce qui vient de se passer. Cet homme s'est approché de sa femme, devant l'évier de la cuisine, et a passé ses bras autour de sa taille. C'est tout. C'était la seule offense. Et elle lui a dit, arrête de mendier de l'intimité. C'est pathétique. Pas pendant une dispute. Pas après qu'il ait fait quelque chose de mal. Un mardi ordinaire, pendant qu'elle rinçait la vaisselle. Il y a une coach en bien-être, en toile de fond, qui facture $600 par semaine pour l'aider à arriver à cette conclusion. Nous y reviendrons. Mais d'abord, voici ce que Cole fait ensuite. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. J'ai tout arrêté. Sans faire de déclaration. Sans faire le coup du canapé et de l'oreiller, pour être sûr qu'elle remarque le message que je fais passer. Je me suis simplement retiré,
comme la marée qui descend, de façon silencieuse, constante et totale. Plus de bisous le matin. Elle ne l'a pas remarqué, pendant 3 jours. Plus de textos à l'heure du déjeuner. Elle s'en est aperçue le 5e jour. Tout va bien, a-t-elle écrit, et je lui ai répondu que j'étais très pris par le travail, en restant là. Plus question de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé, le soir. J'ai commencé à prendre le fauteuil. Le premier soir, elle a jeté un coup d'œil, et n'a rien dit. Plus de questions sur sa journée. Elle a commencé à m'en parler d'elle-même à quelques reprises, par habitude, puis s'est arrêtée au beau milieu d'une phrase, en réalisant que je n'avais rien demandé. Elle s'est tue. Et elle a quitté la pièce. 2e semaine. Elle m'a envoyé un message un mardi, à 18 h, pour me demander si je rentrais dîner. J'étais au Pharaon. Je lui ai dit qu'on avait un service tardif. Elle m'a fait remarquer que j'avais déjà fait 3 services tardifs, cette semaine-là. Je lui ai répondu que la saison reprenait. La saison ne reprenait pas. Je ne pouvais tout simplement plus rester assis dans cette maison, où mon désir d'être proche de ma femme, était une chose qu'elle cherchait à fuir. Le restaurant était le seul endroit, où tout ce que je donnais était réellement désiré. Mon sous-chef, Marco, voyait bien que quelque chose clochait, mais il n'a pas posé de questions. C'est un homme bien. Mon ami d'homme, que je connais depuis bien avant l'existence du Pharaon, pouvait lire sur mon visage à chaque fois qu'on se parlait. Il n'a pas insisté non plus. Si vous avez déjà porté un fardeau pareil, complètement seul, vous savez déjà pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui, au lieu de la garder pour moi. Fin juillet, Claire a déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. Elle a dit que c'était pour son dos, le matelas y était plus ferme. J'ai répondu, d'accord. Elle a pris son oreiller, son chargeur, son livre, et un verre d'eau. Elle a laissé la porte de notre chambre ouverte derrière elle, et a fermé celle de la chambre d'amis. 2e nuit, 3e nuit, 7e nuit. Personne n'en a parlé. La chambre d'amis est devenue sa chambre. Notre lit est devenu mon lit. Les pronoms, dans ma tête, ont changé, sans même qu'une seule conversation ne vienne marquer le coup. Une nuit, allongé dans notre lit, c'était probablement au cours de la 2e semaine de cette situation et j'ai essayé de me rappeler la dernière fois où elle avait cherché le contact avec moi, de son plein gré. Pas par habitude. Pas un baiser de façade, lors d'un dîner chez des amis. Pas une main sur mon épaule, pour une photo. Qu'elle m'ait réellement cherché, parce qu'elle voulait me sentir près d'elle. Je n'ai pas réussi à trouver. Le souvenir n'était plus là. Juste un espace vide, à l'endroit où il se trouvait autrefois, comme une chose que j'avais égarée, et que je n'arrivais même plus à décrire. Un samedi, au début du mois d'août, je suis rentré avec les courses. Elle était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, absorbée par son téléphone. J'ai posé les sacs sur le plan de travail, et j'ai commencé à les vider. J'ai mentionné que j'avais pris ce pain au levain qu'elle aime, à la boulangerie Kenneth Artisan sur la 28e rue, et cette bonne huile d'olive, celle de la boutique sur Aussorne, dont elle m'avait parlé une fois en passant, en janvier dernier, comme si de rien n'était. Une simple phrase, et on passe à autre chose. Moi, je m'en étais souvenu. Merci, a-t-elle dit. Elle n'a pas levé les yeux de son écran. J'ai rangé l'huile d'olive dans le placard, en silence. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas soupiré pour faire de l'effet. J'ai simplement rangé les courses, et je suis parti au restaurant, 1 heure plus tôt que prévu. Je n'étais pas en colère à cause de ça. Ou peut-être que je l'étais, et que je n'avais tout simplement pas encore les mots pour le dire. J'étais surtout vide, d'une manière qui n'avait aucune température. Sa mère m'a appelé, quelques jours après ça. Carole, une femme adorable, qui s'inquiète pour tout, en silence. Elle m'a dit que Claire semblait distante au téléphone, et m'a demandé si c'était à cause de la coach. Je le lui ai confirmé. Carole s'est tue une seconde, puis m'a confié quelque chose dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Son mari, Richard, avait traversé une épreuve presque identique avec elle, il y a 30 ans. Elle s'était impliquée dans un groupe de retraite pour femmes, qui lui répétait que Richard l'empêchait de révéler sa vraie personnalité. Elle l'avait presque quitté pour ça. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. J'ai regardé ma fille, Jenny, elle avait 4 ans et je me suis posé cette question, est-ce que cette femme, qui me connaît à peine, a plus raison sur ma vie, que l'homme qui l'a construite avec moi?
Une fois que je me suis posé la question honnêtement, la réponse était évidente. Claire ne s'est pas encore posé cette question. Alors quelqu'un doit l'aider à l'entendre, a répondu Carole. Ellie a commencé à venir au Pharaon après l'école, durant la première semaine d'août. Il est simplement apparu, un après-midi, avec son sac à dos. Est-ce que je peux faire mes devoirs ici? Je lui ai répondu que oui, bien sûr. Il s'est installé à la table 4, près du passe-plat de la cuisine. Le meilleur angle, pour voir la brigade depuis la salle. Il faisait ses maths, mangeait le repas du personnel prévu ce jour-là, et me regardait travailler. Au bout de 2 semaines, c'était devenu une véritable routine. 15h30 tous les après-midi, le sac à dos sur la table 4. Un soir, je préparais des pâtes fraîches, pendant qu'Ellie observait depuis son tabouret, au coin du passe-plat. Il est resté assis là un moment, sans rien dire, puis a lancé « Papa. » Oui. J'aime bien être ici. C'est calme. Puis, il a repris son livre, comme s'il ne venait pas de parler. Je suis resté planté là, avec de la farine dans les plis de mes mains, la gorge tellement serrée que j'ai été incapable de déglutir pendant un instant. Un garçon de 10 ans choisissait de passer ses après-midi dans la cuisine d'un restaurant en pleine activité, parce que c'était plus calme que sa propre maison. Laissez cela infuser une seconde. Claire s'en est rendu compte, au bout d'une semaine et demie environ. Elle a dit que c'était bizarre, qu'il soit toujours fourré là-bas. Je lui ai répondu que ce n'était pas si bizarre que ça. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a très bien compris, ce que je sous-entendais par là. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'il soit à la maison pour 17h, et je lui ai suggéré de lui demander elle-même. Elle ne l'a pas fait. Autour du 10 août, elle a tenté une approche différente. Elle a préparé le petit déjeuner, un samedi. Des œufs, exactement comme je les aime. Elle a dressé la table avec les serviettes en tissu, que nous ne sortons normalement que lorsque nous avons des invités. Une voix douce, une main posée sur mon bras quand je me suis assis. Nous avons mangé. Elle a essayé, à 2 reprises, d'entamer une conversation sur nous. J'ai répondu poliment. Elle a essayé une 3e fois. Tu es distant, en ce moment. Je suis juste là. Non, tu es là physiquement, mais tu n'es pas là. Je te donne l'espace que tu m'as demandé. Je n'ai pas demandé d'espace. Tu m'as dit d'arrêter de mendier. Alors, j'ai arrêté. Elle a posé sa fourchette. Quelque chose a bougé dans son regard. Le début d'une prise de conscience, qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle lâché. J'ai passé une mauvaise journée. C'était un mardi. Je te tenais dans mes bras. Tu m'as traité de pathétique. Elle n'avait aucune réponse à cela. Elle a pris son téléphone, et a quitté la table. 5 minutes plus tard, je pouvais l'entendre en plein appel, dans l'autre pièce. Diane était en train de recalibrer la stratégie, apparemment. Intervention de l'animateur, pause. Pour les auditeurs, pour que les choses soient bien claires, nous observons un homme qui a réagi à l'ordre « Arrête de mendier de l'intimité », en s'arrêtant purement et simplement. Et la femme qui a dit cela, est maintenant contrariée parce qu'il l'a prise au mot. Elle s'attendait à ce qu'il lui court après, qu'il rampe, qu'il frappe à la porte de la chambre d'amis pour la supplier de le laisser entrer, afin qu'elle puisse confirmer ce que Diane lui avait dit, qu'il est en manque d'affection, et qu'il est le problème. Mais Cole n'a pas couru après elle. Il s'est adapté. Rien ne brise ce scénario plus rapidement, qu'un homme qui refuse catégoriquement de jouer la comédie. Elle a ensuite essayé la carte de la jalousie. Je vais le laisser vous raconter comment ça s'est passé. J'ai découvert toute l'étendue du stratagème de Diane, grâce à Dom, à la mi-août. Sa femme, Lisa, travaillait avec une dénommée Tania, qui faisait partie du « cercle de réappropriation » de Diane, le programme de groupe, qui fonctionnait en parallèle des séances privées. 8 femmes, des appels vidéo de groupe hebdomadaires. Dom m'a appelé pendant la mise en place de l'après-midi. Mon pote, Lisa m'a raconté un truc. Cette coach, Diane, elle dit à ses clientes que leurs maris sont des vampires énergétiques. Que la proximité physique est un attachement traumatique. Elle a élaboré tout un système, où chaque fois qu'un homme cherche le contact avec sa femme, c'est requalifié en extraction émotionnelle. J'étais debout dans la chambre froide du pharaon, en train de suspendre des canards au crochet, entouré d'étagères de mise en place et de boîtes étiquetées,
l'air glacé sur le visage. Combien de femmes dans le groupe, ai-je demandé. 8 dans le cercle actuel. 2 d'entre elles ont déjà demandé le divorce. Tania est encore en train de se décider. Et voilà le truc, mec. Il a marqué une pause. Elle monétise la rupture. Elle gère un business, ai-je répondu. Ta femme est une cliente. Mon pote, il s'est repris. Call, mec. Je suis désolé. Une boîte de fond de veau a basculé sur l'étagère, et je l'ai rattrapée sans vraiment y penser. Mes mains étaient stables. Le reste de mon corps ne l'était pas. Il y a autre chose. Tania a raconté à Lisa que Claire parle de toi lors des appels de groupe. Elle dit que tu es émotionnellement indisponible, que tu refuses de respecter ses limites, et que tu es marié à ton restaurant. J'ai attendu la suite. Elle a dit au groupe que tu avais été pathétique, parce que tu l'avais prise dans tes bras. Donc, je suis le méchant de l'histoire. Tu es le méchant. Elle, c'est la femme qui retrouve sa force. Le compresseur de la chambre froide vrombissait. J'ai remis la boîte sur l'étagère, et j'ai réaligné absolument chaque élément sur le rack, juste pour donner quelque chose à faire à mes mains, pendant que ma poitrine essayait de comprendre comment continuer à faire son boulot. Elle avait réécrit toute l'histoire. Dans sa version, j'étais l'homme froid, l'absent, celui qui choisissait toujours son restaurant au détriment de sa famille. Et 8 femmes, qui ne m'avaient jamais rencontré, l'encourageaient, en se basant sur une version de moi qui n'existait pas. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je suis resté dans l'encadrement de la porte du salon, et je l'ai regardé. Ses 2 pouces tapant sur son téléphone, plus impliqué que je ne l'avais vu depuis des mois. Pas avec moi, ni avec Ellie. Avec un public d'inconnus, qui connaissait mon nom, mais pas mon visage. Elle a levé les yeux, et a mentionné, presque de façon désinvolte, que le fait qu'Ellie dîne au Pharaon tous les soirs, était exactement le genre de choses dont parlait Diane. Elle a dit que c'était une tactique de manipulation, utilisant Ellie pour la faire culpabiliser. Je suis resté dans cet encadrement de porte, et j'ai laissé cette phrase me traverser, sans tressaillir. Mon fils, qui choisissait de faire ses devoirs à la table 4, devenait maintenant une arme que je déployais contre elle. La moindre chose ordinaire, entre un père et son gosse, était filtrée par un système mis en place par une femme, qui n'avait jamais rencontré aucun de nous deux. J'ai marché jusqu'à la chambre d'amis, je me suis assis au bord du lit, et j'ai regardé mes mains. Des mains de cuisinier. Des brûlures, des callosités, de la farine dans les plis. Des mains qui avaient bâti un restaurant à partir d'un food truck d'occasion, qui avaient porté un nouveau-né le jour de sa naissance, qui avaient préparé des pâtes pour des inconnus, qui n'avaient cessé de revenir, pour finir par former une vraie communauté. Des mains pathétiques, apparemment. Intervention de l'animateur, attendez, attendez, attendez. Je dois intervenir, parce que je veux que vous compreniez parfaitement le manège de Diane. Ce n'est pas une entreprise de bien-être. C'est un service d'abonnement, pour détruire des mariages. Elle vous appâte à $300 la séance, passe des semaines à vous convaincre que la main de votre mari sur votre genou est une violation de vos limites, puis elle vous vend le pack Divorce Premium, avec un chat de groupe dédié. Ce n'est pas du coaching. C'est un tunnel de conversion. Diane a trouvé le moyen de monétiser les tensions conjugales, et de faire passer ça pour de l'émancipation. Et Claire a été transformée en cliente payante, avant même de réaliser ce qu'était réellement le produit. Cole est sur le point de renverser la table. Le coup de la jalousie est arrivé à la mi-août. Il faut lui accorder ça, elle a sorti le grand jeu. Nous rangions après le dîner, un soir, alors qu'Ellie était dans sa chambre, et elle a mentionné un type de son bureau, nommé Shan. Elle a dit qu'il l'avait emmené déjeuner, et lui avait dit qu'elle rayonnait, qu'elle semblait plus heureuse ces derniers temps. Elle scrutait mon visage tout en parlant, guettant le tressaillement, la mâchoire qui se crispe, la question que j'étais censé poser. C'est gentil, ai-je répondu. Sa bouche s'est pincée. Il est très charmant. Tant mieux pour Shan. Elle s'est tournée vers l'évier. Je pouvais sentir la frustration émaner de son dos, depuis l'autre bout de la pièce. Le manuel dictait, mentionner un autre homme. Il devient jaloux et court après elle. Elle récupère le pouvoir. Sauf que ce manuel a été écrit par quelqu'un, qui n'a jamais rencontré un homme ayant déjà décidé qu'il en avait fini avec la comédie. Elle est sortie ce vendredi-là, sans dire où elle allait. Elle est rentrée vers minuit, et j'étais déjà au lit.
Je ne lui ai pas demandé où elle était passée. Elle n'a fourni aucune explication. Quoi que ce fût, ça n'a rien provoqué en moi. Le samedi, elle a craqué. Tu me punis. Je ne te punis pas. Je respecte ta limite. Ce n'était pas une limite. C'était juste moi, qui exprimais ma frustration. Ta frustration m'a révélé ce que tu penses réellement de moi. Et je t'ai entendu. Diane dit que ton éloignement est une technique de contrôle. Diane dit beaucoup de choses, à $300 la fois. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est détournée. Je suis resté dans le fauteuil. La distance qui nous séparait n'était que de 2,5 mètres environ. Elle me paraissait infiniment plus grande. La critique du Portland Monthly est tombée le 22 août. Un critique gastronomique était venu, 3 semaines plus tôt. Un dîner tranquille, sans se présenter, sans prévenir. L'article disait que le Pharaon était, le restaurant dont Portland ignore encore avoir besoin, et qualifiait mes papardelles fraîches au lapin braisé, de meilleurs plats de pâtes de la ville. Mon téléphone a explosé dans l'heure qui a suivi. Les réservations se sont remplies pour les 4 prochaines semaines, et 2 jours. Le personnel fêtait ça pendant le repas de la brigade. Dom m'a envoyé des textos en majuscules sans aucun sens, pendant 3 heures d'affilée. J'ai appelé Claire, pour lui parler de la critique. C'est super, m'a-t-elle dit. Tu peux aller chercher Ellie à l'entraînement? J'ai un appel avec Diane. Évidemment, qu'elle en avait un. Ce soir-là, au restaurant, Ellie a lu l'article sur mon téléphone. L'expression de son visage a complètement changé, de cette manière typique des enfants, quand quelque chose est sincèrement excitant, et qu'ils ont la chance d'en faire partie. Papa, ils ont dit que tes pâtes sont les meilleures de toute la ville. C'est trop cool, non? Il a plié la feuille imprimée avec précaution, à 2 mains, comme si c'était un objet à protéger, et l'a glissé dans la poche avant de son sac à dos. Le lendemain matin, une invitation est arrivée. Le Portland Harvest Food Festival, le 12 octobre. C'était la première fois que le Pharaon y était convié. Le plus grand événement gastronomique de la ville. Le genre de choses, pour lesquelles les restaurants travaillent d'arrache-pied pendant des années. Je l'ai annoncé à Claire pendant le dîner, ce soir-là. Elle a demandé quand c'était, a écouté la date, et a dit qu'elle avait peut-être déjà des projets. Elle s'est levée, a apporté son assiette à l'évier, et a lancé qu'elle expliquait justement à Diane que j'étais marié à cet endroit, et qu'elle n'était qu'une simple colocataire. Ellie était à table. Sa fourchette s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. Il l'a regardée, puis m'a regardé, puis a fixé son assiette. Il n'a rien dit. Il a simplement posé sa fourchette, et a arrêté de manger. Intervention de l'animateur, attendez. J'interviens de nouveau, parce que je veux souligner quelque chose de rapide à propos d'Ellie. Ce gamin observe absolument tout, depuis le début. Il fait ses devoirs à la table 4, mange le repas du personnel, parce que sa maison n'est pas assez calme. Il plie une critique de journal, comme si c'était un trésor à conserver. Et maintenant, il est à table, et il regarde sa mère affirmer que son père n'est qu'un colocataire, devant ce même père. Ellie ne réagit pas, il pose juste sa fourchette. Il a 10 ans. Il a tout enregistré dans un coin de sa tête. Il prononcera exactement une seule phrase, à propos de tout ça. À minuit, dans la cuisine sombre, et ça vaudra la peine d'attendre. Le 1er septembre, Claire est venue au Pharaon, pour la première fois depuis des mois. Elle est entrée pendant le service, s'est assise au comptoir sans dire un mot, et a simplement observé. Je l'ai vue depuis les fourneaux, et j'ai continué à travailler. Après la fermeture, quand la dernière table a été débarrassée, et que l'équipe est partie, elle était toujours là. Ça m'a manqué, m'a-t-elle dit. Venir ici, te regarder. Tu as arrêté de venir. Je sais. Diane disait que soutenir le restaurant, c'était entretenir ma conduite d'évitement. Elle a commencé à dire que ce n'était pas exactement formulé ainsi, et je lui ai répondu que c'était très exactement formulé de cette façon, car, d'après ce que Jenny m'avait rapporté, c'était du mot pour mot. Claire s'est tue. Elle a commandé de l'eau gazeuse. Elle l'a bu lentement, pendant que je finissais de nettoyer les plans de travail. On aurait presque dit quelque chose de familier, comme un mardi d'il y a 5 ans. Presque. Puis, elle a demandé, « Est-ce que tu m'aimes encore ?»
Je suis toujours là. Ce n'est pas une réponse. Elle a tressailli, elle a posé le verre, et est partie sans le terminer. C'était un dimanche soir. Le mardi, le message est tombé à 23h47. Tu comptes rentrer à la maison ce soir, au moins. Je l'ai lu 2 fois, debout derrière le comptoir, un chiffon à la main. J'ai posé le téléphone face contre table, et j'ai continué à nettoyer. Le mercredi, à minuit, je suis rentré. Claire était assise à la table de la cuisine, dans l'obscurité, les mains à plat sur la surface, comme si elle avait attendu là depuis si longtemps, qu'elle avait renoncé à faire quoi que ce soit pendant son attente. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « D'accord. Tu as changé. » « Oui. Je veux retrouver l'ancien Cole. » L'ancien Cole s'est fait traiter de pathétique, parce qu'il a pris sa femme dans ses bras, dans la cuisine. Je t'ai expliqué que je passais une mauvaise journée. J'ai parlé à Jenny la semaine dernière, Claire. Son visage s'est complètement figé. Carole l'a d'abord contacté, et ensuite j'ai appelé Jenny. Elle m'a parlé du groupe, des 8 femmes, du cercle de réappropriation. Elle m'a dit que tu m'avais décrit, à ces femmes, comme étant émotionnellement indisponible, comme quelqu'un qui ne respecte pas tes limites, et comme un type marié à son restaurant. Les mains de Claire se sont écrasées à plat contre la table. Jenny m'a aussi appris que 2 femmes de ce groupe avaient déjà demandé le divorce. Que Diane gère un parcours de séparation premium, des séances supplémentaires, des fiches de travail, et un chat de groupe privé, pour les femmes en train de quitter activement leur mari. Elle facture la voie du divorce plus cher que le coaching habituel. Le réfrigérateur ronronnait dans la cuisine, plongé dans le noir. Elle ne te coache pas, Claire. Elle te convertit en cliente. Ce n'est pas. Tu m'as traité de pathétique, parce que je t'ai enlacé. Ce mot venait de son système à elle, pas de ta bouche. Extraction émotionnelle, attachement traumatique, vampire énergétique, ce sont les noms qu'elle t'a appris à donner à l'amour. Elle t'a tendu un script, et tu l'as récité à la lettre. Tu ne sais pas ce que je traverse, a-t-elle murmuré. Je sais exactement ce que tu traverses. Tu paies $600 par semaine une femme, pour qu'elle t'apprenne que l'affection de ton mari est une menace. Et ensuite, quand je me suis réellement arrêté, quand je t'ai donné tout ce dont elle prétendait que tu avais besoin, tu as paniqué. Parce que le silence t'a prouvé qu'elle avait tort, n'est-ce pas? Elle tremblait. Elle ne jouait pas la comédie. Ses mains étaient instables sur la table, et elle n'essayait pas de le cacher. Tu veux savoir ce que moi je traverse? Je rentre chaque soir dans une maison, où je n'ai pas le droit de toucher ma femme, pas le droit de ressentir son manque, pas le droit d'avoir envie d'être près d'elle, parce que la désirer fait de moi un être pathétique. Mon fils dîne tous les après-midi dans mon restaurant, parce que c'est plus paisible que sa propre maison. Tu sais ce qu'il m'a dit le mois dernier? Il m'a dit qu'il aimait être là-bas, parce que c'était calme. Un enfant de 10 ans a dit ça. Et toi, tu as passé ton temps dans des séances de groupe, à raconter à des étrangers que le problème c'était moi, pendant que j'étais dans la pièce d'à côté, en train de préparer le dîner de notre fils. Cole, arrête. Non, j'ai déjà arrêté une fois. C'est toi qui as envoyé ce texto pour me demander si je rentrais. Alors, écoute bien ça. Je me suis penché en avant. Je ne suis pas pathétique de t'aimer. Je ne suis pas brisé de vouloir tenir ma femme dans mes bras. Et j'ai fini d'être le méchant, dans une histoire que tu paies quelqu'un d'autre pour écrire. Elle a pressé ses 2 mains contre son visage. Ses pleurs n'étaient ni contrôlés, ni mesurés. C'était le son d'une femme qui venait de s'entendre clairement, pour la première fois depuis plusieurs mois, et qui n'aimait pas du tout ce qu'elle entendait. Un bruit dans le couloir, des pieds nus sur le parquet. Ellie se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama, son gant de baseball à la main. Il dormait avec depuis la fin de la saison, ce qui est tout un symbole en soi. Il a regardé Claire, puis m'a regardé, et doucement, à sa manière bien à lui de prononcer exactement une seule phrase quand il décide de parler. « Papa n'est pas le méchant », a-t-il dit. « C'est le meilleur homme que je connaisse. » Il s'est retourné, et s'est éloigné à pas de loup dans le couloir. Nous avons entendu sa porte se fermer. Claire l'a regardé partir. Quelque chose s'est brisé sur son visage. Pas la version d'elle qui siégeait dans le cercle de Diane, et me traitait d'homme froid. La version maternelle. Celle qui venait d'entendre son fils défendre son père, parce qu'elle ne l'avait pas fait.
Qu'est-ce que j'ai fait, a-t-elle chuchoté. Tu as écouté quelqu'un qui s'enrichit, quand ton mariage échoue. Les choses que j'ai dites sur toi pendant ces séances. Elle a secoué la tête. Cole, si tu as entendu ce que Jenny m'a raconté. Je sais que ce n'était pas vrai. Rien de tout ça n'était vrai. Le mot pathétique, lui, était bien vrai. C'est toi-même qui l'as prononcé. Elle ne pouvait plus me regarder. Comment est-ce qu'on répare ça, a-t-elle demandé. Premièrement, Diane, c'est terminé. Ce soir, pas la semaine prochaine. Ce soir, tu annules toutes les séances. Tu quittes toutes les conversations de groupe. Tu bloques son numéro. C'est non négociable. D'accord. Deuxièmement, tu arrêtes de parler de notre mariage à des étrangers. Si quelque chose ne va pas, tu m'en parles à moi. À cette table, dans cette cuisine, pas en appel vidéo avec quelqu'un qui facture à l'heure pour te détruire. D'accord. Troisièmement, et cela va prendre un certain temps à régler, tu dois comprendre une chose. J'ai arrêté de chercher ton contact, parce que tu as rendu cela dangereux. Pas inconfortable. Dangereux. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux défaire en une seule conversation. Tu vas devoir méditer là-dessus. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sans faire de bruit. Le genre de larmes silencieuses qui apparaissent, quand on est trop épuisé pour continuer à faire semblant de quoi que ce soit. Je n'ai pas tendu la main vers elle, à travers la table. Je ne lui ai pas pris la main. Je n'en étais pas encore là. Nous sommes restés assis dans la cuisine sombre pendant un moment, sans nous toucher, sans parler. Finalement, elle s'est levée, a traversé le couloir jusqu'à notre chambre et non plus la chambre d'amis et a fermé la porte. Je suis resté dans la chaise, jusqu'à ce qu'il fasse jour dehors. Certaines nuits, on se contente juste d'attendre le matin. Dernière mise à jour. 12 octobre, Portland Harvest Food Festival, sur les South Park Blocks. Le genre d'événement qui attire tous les vrais passionnés de gastronomie de la ville. Le stand du pharaon, des papardelles fraîches, et un lapin braisé qui cuisait depuis 4 heures du matin. 6 heures minimum. On ne peut pas brusquer les choses. C'est bien là tout le principe. Ellie était derrière le comptoir avec moi, portant un tablier à sa taille, m'aidant à dresser les assiettes, et expliquant aux clients que son père commençait à braiser la viande au lever du soleil, parce qu'on ne peut pas brusquer les choses qui comptent. Il répétait ça depuis 2 semaines, après l'avoir lu quelque part. Je l'ai laissé faire. Il a rayonné pendant tout le service. Claire est apparue vers 16 heures. Pas de téléphone à la main. Elle a fait la queue, comme tout le monde. Et quand elle est arrivée devant, Ellie lui a tendu une assiette sans rien dire, il la lui a simplement donnée à 2 mains. Elle a pris une bouchée, et m'a regardé par-dessus cette assiette, avec une expression que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. Pas la version contrôlée, pas la représentation théâtrale. Celle de 2012, celle qui dit « Je te vois vraiment ». Pas pour ce que tu apportes, pas pour ce que tu représentes. Toi. C'est parfait, a-t-elle dit. Elle ne parlait pas des pâtes. Je le savais. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement soutenu son regard un instant, puis je me suis tourné vers la personne suivante dans la file, parce que le stand ne désemplissait pas, et que le lapin n'allait pas se servir tout seul. Fermeture du stand, à la fin de la soirée. Ellie était endormie sur la banquette arrière de la voiture. Claire m'a aidé à transporter les plaques et l'équipement à travers le parking, dans l'obscurité. Le mois d'octobre, à Portland. Nos 2 souffles étaient visibles, dans l'air glacial. Le silence. Au bout d'un moment, elle a cherché ma main, un peu hésitante. Prudente, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir encore l'autorisation. Je l'ai laissé s'y accrocher. Je n'ai pas encore serré sa main en retour, mais je ne me suis pas écarté non plus. Certaines choses prennent 6 heures à braiser. D'autres prennent plus de temps. La seule règle, c'est qu'on ne peut pas brusquer ce qui compte réellement.